KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. La fin de la phrase tourbillonna, s'abattit. Il désira dire que leurs tendances profondes correspondront aux siennes, ou peut-être même qu'ils seront écrits pour être lus par elle. Ces deux idées lui brûlaient les lèvres. Il sentit l'impérieuse nécessité de sortir de là, n'importe comment, sur le champ. Il trouva la platitude, que je souhaiterais les écrire moins sèchement techniques et plus humains, regrettant amèrement la première rédaction qu'avait arrêté sa timidité. Il se montrait gauche et raide encore une fois. À tout hasard, il sourit de son petit sourire docile, touchant et inajusté. Tout cependant semblait s'être parfaitement passé. Tout paraissait naturel, grâce sans doute à la fluidité d'une conversation où Madame Desgraisses des Sablons n'insistait jamais. « Nous approchons de la fin de l'allée, dit-elle. Aucune échappée sur le ciel n'était encore visible, mais le blanc verdi des lisières entrait comme par une porte ouverte dans la chambre close des bois. Dépassant les derniers arbres, l'allée du bord de l'eau continua entre des pelouses. Augustin vit sans retourner le tunnel des futaies, périmé et plein de nuits vertes. On était en plein air. Une odeur sèche et très diluée de prairies grillées et de feuilles mortes, portée sur un velours d'air à fond neutre, prévalait sur l'odeur des bois. On ne pouvait dire la minute précise où elle était née. Avec le plus grand désir de savoir pourquoi la question de sa carrière avait été posée, Augustin n'avait nul moyen de résoudre le problème. Deux seules choses étaient plus douloureusement claires que jamais. L'impossibilité morale absolue de prendre l'initiative d'aucune démarche. L'impossibilité sentimentale non moindre de ne pas épuiser jusqu'à leur dernière goutte les enivrements de la présence dans toutes les occasions où la présence lui serait donnée. Les questions sur sa carrière, pure amabilité évidemment, sujet de conversation pris parmi ceux qui étaient censés intéresser Augustin davantage, choix bien naturel puisqu'il avait fait figure de pédant. Ils continuaient leur marche lente, heureuse et de grand loisir. Elle parlait de sujets qui lui étaient naturellement étrangers, des dates et des lieux de villégiature, les courses où l'oncle Paul avait engagé ses chevaux, la prochaine arrivée de l'oncle Henri, et aussi des noms d'artistes à qui on pourrait demander de venir pour lui faire de la musique. Augustin en connut quelques-uns. Pas un instant la conversation ne cessa de se tenir entre eux trois, et non entre elles deux, sans qu'il s'y sentît étranger, ni qu'elle semblât se donner la peine de rien expliquer spécialement pour lui. Art admirable. Le ton d'intimité et d'amitié paraissait l'essentiel et suffisait à jeter toute lumière utile sur des sujets quelconques, inconnus. Le château se montra par un côté qu'Augustin ne connaissait pas encore. Gris granit, très haut, avec des préparations d'arbustes étalés sur le sol comme des exordes très ornés. Des ronflements d'automobiles sectionnant la promenade inaugurèrent le dernier tronçon. Qu'est-ce qu'on entend là-bas ? Une visite qui vient ou qui repart. Les deux dames continuèrent sans hâte au rythme antérieur de leurs pas. Augustin sentait depuis quelque temps déjà l'approche des dernières minutes. Indifférente à toute autre réflexion de ses voix intérieures, à toute idée nette ou troublée, à toute espérance, ou en l'air ou fondée, à tout reproche, à tout ce qui n'était pas directement elle-même, la chaleur de la présence d'Anne possédait entièrement son cœur, et le sentiment qu'elle allait finir le serrait à la gorge. Leurs pas marquaient sur un sable au ratissement méticuleux. De nouveaux grondements d'automobiles se répercutèrent contre les façades, logeant dans chaque note son double. Augustin se découvrit, s'arrêta, attendit, immobile, comme au déjeuner. Madame Desgraisses des Sablons fut quelques secondes à comprendre qu'il lui disait adieu. Il lui sembla qu'elle le regardait avec cette même bienveillance amusée, calmement clairvoyante, qu'elle avait montrée au moment du déjeuner, avec ses yeux charmants et fatigués,
où un rien de domination ne pouvait s'empêcher de se faire sentir. « Nous ne vous donnerons même pas une tasse de thé ?» fit-elle, tandis que sa souple ligne longue s'appuyait à l'ombrelle. « Nous avez-vous vraiment consacré toutes les minutes que vous nous destiniez ? N'en sauriez-vous perdre d'autres ?» Une fois de plus, Augustin admira l'aisance de cette sympathie de grande dame, de cette imperceptible ironie, sa marque qui se discernait à l'élégance même de la phrase, à son allure écrite et à sa lenteur. Mais il n'y put porter qu'une attention courte. Dans les yeux d'Anne, un sourire commençait, qui n'irait pas jusqu'à s'épanouir. Ce fut un autre anéantissement, une autre offrande, un cri intérieur, un nouvel agenouillement qu'elle ne saurait pas. Prisonnier de cette décision première, il la maintint, à cause de cette impuissance des timides et des sentimentaux, et aussi de la totale impossibilité où il se sentit de voir Anne au milieu d'autres personnes, lui-même confondu avec elle, secondaire, affreusement partagé, brûlé de souffrance et de bonheur. « Eh bien, donc au revoir, cher monsieur. Croyez bien que nous avons trouvé cette visite trop courte, n'est-ce pas, petite Anne ?» « Assurément, » fit Anne, avec une amitié gracieuse et toute simple, qui donna à Augustin ce même coup au cœur qu'il avait déjà éprouvé quand il s'était senti pâlir, lors des renseignements du vieux Marguillier. « L'abbé Herzog nous arrive. Quel jour de la semaine prochaine, petite Anne ? Et vous, monsieur, quel jour pourrez-vous venir dîner avec lui ? Nous désirerions que ce fût assez vite. Bien entendu, je vous ferai prendre. Vous ne pourriez venir tout habillé sur votre bicyclette, mais vous viendrez nous revoir auparavant. » Une partie, la moins importante, du stock d'attention d'Augustin saisit, reconnaissable sous la prétérition, l'indication de tenue mondaine et la but comme un pneumatique. L'autre partie, la plus grosse, était une complexité affolée où tout se mêlait. Stupeur, inquiétude, crainte de ne pas être à temps pour faire venir de Lyon sa tenue de soirée, anxiété de déplaire, une joie douce à pleurer, l'ironie de tant de romanesque, une peur de se voir deviner, foudroyante et délicieuse, un raide commandement d'avoir à se tenir, une moquerie fraternelle qui le regardait de tous les coins du ciel. La poignée de main d'Anne fut nette, chaude, cordiale, l'invitant à ne rien chercher derrière elle dans la direction de profondeurs absentes. Mais qu'elle le voulût ou non, elle déposa sur l'épiderme d'Augustin la douceur mortelle de son effleurement de velours. Ce contact séjourna quelque temps sur l'emplacement où il était né, Augustin prenant la précaution de le protéger contre le souffle du vent. Suffisamment invisible dans l'ombre, sous la protection des premiers arbustes, en une chapelle de branchages à ras du sol, il se composa un air distrait, puis, osant s'agenouiller devant sa propre main, la porta d'abord doucement, puis frénétiquement à ses lèvres. Sentant l'impossibilité de revenir par les bords du petit lac, il retourna le long des lignes d'accès déjà explorées, par les roseraies, où, tremblant du pressentiment d'Anne, il avait trouvé des sens compliqués au parfum de rose. Les rosiers aux pétales pourris, tombés dans les fumiers du printemps, offraient, comme on repasse un plat, leur identité désuète devant la différence des jours. Un membre de phrase pure et cristallin sur le dénuement franciscain lui revint avec le timbre exact de la parole d'Anne. Il y avait donc, dans le fait qu'elle fût absente, des degrés, et certains d'entre eux, les plus miséricordieux, la laissaient devant lui vivante et intouchable. Il se jugea ineptement timide de ne pas être resté pour le thé. Il l'aurait vue une demi-heure encore. Il fallait tout faire plutôt que partir. C'était trop tard. Et puis, grand Dieu, qu'importait ? Cette absence n'était rien. Tous ces détails n'étaient rien. Ces joies elles-mêmes n'étaient rien. Il se trouvait séparé d'Anne par des distances formidables que les renseignements du vieux Marguillier ne diminuaient pas, et même sans ces distances, les dissemblances religieuses le faisaient trembler.
Anne ne pouvait être qu'une de ces jeunes filles, exigeantes d'une totale union d'âme. Enfin, s'il n'y avait ni ceci ni cela, ni autre chose, il restait les 1000 formes de l'inconnu. Par-dessus les forêts et les prairies, l'immense et indifférent espace déferla sur sa solitude désespérée. On était aimable pour lui. Qu'est-ce que cela signifiait ? Une fantaisie de mondaine à goût intellectuel ? Il se rappelait l'arrêt d'un coupé, certains soirs, à la sortie des cours de Sorbonne autrefois. Ce déséquilibre, ce ballottement fiévreux qui le brisait, cette reconstitution forcenée de son âme autour d'une présence, ce passage incessant de l'extrême joie à l'extrême peine dans le minimum de temps, dans l'intervalle de quelques battements de cœur, dans la durée d'une même brûlure, tout ce chaos et ce ravage moral, il eût plutôt cru que ces choses venaient après de longues secousses passionnelles et la lassitude d'interminables mois. Faux renseignements, méprise d'un cœur plus jeune qu'il ne pensait. Il marchait entre de marginales formes vertes, ivre d'amertume, de sarcasme, de déchirement et de vain amour. Où avait-il lu « Vos mains sentent le miel, la neige et les roses » ? Peut-être nulle part. L'après-midi de ce jour, Christine, dans la toilette rapide qu'elle n'avait pas quittée depuis le matin, mais un peu plus rassurée parce que bébé semblait mieux et dormait depuis quelques jours, munie de biberons pleins, entra chez Augustin portant 2 cartes de visite, de ce type grossier et bon marché qu'on vendait avant-guerre pour 1,45 franc. « Ce sont 2 abbés, dit-elle. »« Comment est-il ici ?» fit Augustin lui rendant l'une des cartes qu'elle lut tout haut. « Ce n'est pas le fils du cousin Jules ? C'est lui. Il aurait pu le dire, demander à voir maman. Quelle idée peu aimable. Enfin, il ne m'a pas tenu longtemps. » Autant qu'il m'en souvienne, il est assez difficile de qualifier les idées de l'abbé Bourré et pas très aisé non plus de les découvrir. Le plus important des visiteurs n'était pas lui. Debout, dans le salon, dont les fenêtres venaient d'être ouvertes, Augustin vit avec émotion le limpide visage ascétique de Monseigneur Herzog, dont rien ne marquait sur la soutane le rang épiscopal. Très vieilli, il n'avait gardé des jours anciens que la candeur de son âme inchangée, toujours prêt pour cette chasse aux âmes qui était sa vie. Un corps aminci, réduit au minimum de substance, de rares cheveux totalement blancs, de doux yeux fatigués, ayant vieilli autant qu'on pouvait vieillir, avait l'air d'avoir devancé son âge et d'attendre, au bout d'une très longue route, son cœur et sa pensée qui n'auraient pas, l'un et l'autre, tout à fait fini de la parcourir. De n'avoir fait aucun effort pour le rencontrer à Paris lorsque l'Institut catholique l'avait appelé, Augustin conçut un long remords. Quelques lourds souvenirs, l'horreur d'1 an de lutte, tant de secousses auxquelles était mêlée la mort de son père, quoique sans autre connexion qu'un lien superficiel d'époque, formaient un barrage qu'il n'avait pas remonté. Mais il connaissait assez l'ancien aumônier pour savoir qu'il n'y avait en lui que le désir de lui ouvrir les bras. Il l'eût certainement fait, dans une coutume, parente des habitudes monastiques, de restreindre toute manifestation sentimentale et même d'atténuer l'amitié des yeux. L'abbé Bourré restait en arrière, l'air souriant, modeste et confit d'un simple guide, d'un introducteur. Sur son visage d'autrefois, la paupière inférieure complètement ouverte, rideau de classeur en ce moment descendu, laissait passer, luisant et bonhomme, un regard tout naïf, cordial et même gai. Ses 55 ans ressemblaient à ses 40. Dans le premier silence entre Augustin et l'évêque, il leur fut d'un grand secours. « Je ne fais que devancer pour montrer à Monseigneur Herzog le chemin de votre maison, la longue visite que je me permettrai ultérieurement, dit-il, en une pesante discrétion de rusticité ecclésiastique. » Il maintenait en même temps son chapeau devant sa poitrine d'une forte main blanche et rousse où persistaient les tavelures de la terre. Il donnait l'impression de chercher comment aborder un certain rivage. « Dois-je vous féliciter ?» finit-il par demander d'un ton énigmatique qui porta à Augustin un coup violent et lui fit froncer les sourcils. Puis il se trouva stupide. Il pensa à Anne à propos de tout.
ce ne pouvait être cela. Le bruit court dans les milieux infortunés que vous passez à la Sorbonne. C'est, je crois, l'une des nominations les plus précoces aux grandes maîtrises de conférences. Nul plus que moi. Augustin remercia. C'était exact. À chaque étape de sa carrière, avant et après-guerre, une carte de l'abbé, tenace et félicitante, l'avait rencontré, sans qu'il eût jamais revu le scripteur. La conversation s'établit entre Augustin et Monseigneur Herzog. Ils parlèrent de l'Argilier, Bernier, Zeller. « J'avoue que je ne les ai pas revus, dit Augustin, qui sut un gré obscur à l'évêque de ne pas insister sur cette époque. De sommaires renseignements lui arrivèrent. Bernier, missionnaire en Chine, tué là-bas. Ou peut-être pendant la guerre, on ne savait trop. Zeller, vicaire dans une paroisse de banlieue. L'Argilier, entré chez les Jésuites. Augustin entrevit des préparations aux grandes écoles scientifiques, dans quelques rues des Postes, pour des classes massives de 60 élèves. Je regrette, fit-il, que les Jésuites l'emploient à cet usage. L'abbé Bourré rectifia. La compagnie ne coupe pas les pierres avec des rasoirs. Le révérend père L'Argilier donne 3 heures de cours à l'Institut catholique. Un point, c'est tout. Il passe tout son temps dans les laboratoires. On ne bousille pas un futur prix Nobel. La paupière inférieure remonta à sa place habituelle, en garde-fou devant la pupille. L'œil retrouva l'air de raillerie défensive et secrète. Mais l'abbé déjà était debout. Il partit avec des excuses anticipées, couvrant sa visite future. Augustin et Monseigneur Herzog se trouvèrent seuls. L'évêque se dit si ravi de le revoir qu'il avait voulu devancer les quelques heures où les châtelains des Sablons les réuniraient. Il était heureux aussi de la manière dont Madame Desgrais lui avait parlé d'Augustin. Le doux nom ardent fut prononcé en passant. Monseigneur Herzog n'avait aucune raison de l'omettre, et la réserve farouche et palpitante de son interlocuteur s'accommodait encore mieux d'une mention cursive que d'un complet silence. Augustin n'osa cependant demander ce qu'il brûlait de savoir, ce qui lui semblait jeter sur Anne la plus claire lumière. Pour quelle raison les études de philosophie avaient-elles plu à mademoiselle de Préfaille ? Il l'eût pu sans risque. Monseigneur Herzog n'avait, en dehors du souci exclusif et religieux des âmes, aucune curiosité psychologique proprement dite, aucun regard sur les sensibilités pour elles-mêmes. Son immense érudition dans les choses du passé le laissait désarmé devant les âmes du présent. Là, Dieu seul comptait, et ceux qui, dans ces âmes, aimaient et désiraient Dieu ou pouvaient un jour l'aimer ou le désirer. Augustin connaissait bien cette simplification candide. Quand il crut avoir suffisamment préparé les abords, l'ancien aumônier demanda avec une inquiétude touchante. « J'espère, mon cher ami, que l'Église catholique vous comptera parmi ses sympathisants. Monseigneur, ma sympathie n'est pas douteuse. » La réponse marquait quelque tristesse, un léger regret de ce doute, et cependant l'incertitude de l'évêque était juste. L'indifférence objective de livres où Augustin s'était expliqué en métaphysique, sans aucune référence, sans aucune allusion, ni aucune sympathie pour le christianisme, même quand le sujet l'appelait, ni dans son Aristote, ni dans Plotin et son temps, une certaine dureté qu'il avait montrée dans la discussion des thèses où il était juge, l'absence connue de toute pratique confessionnelle, qu'il ne prenait que pour faire plaisir aux siens, toutes ces choses constituaient à cet égard de suffisants indices. Si l'on voulait trouver en son œuvre des sympathies religieuses, d'ailleurs fort générales, il fallait se référer à une critique profonde et très remarquée de l'interdiction kantienne d'utiliser l'idée de cause hors des intuitions empiriques qui figuraient à sa deuxième thèse. Ensuite, à de très belles pages de sa conclusion d'Aristote sur un certain aspect de la finalité. Qu'elle parut, ce que tendaient à en faire les théories contemporaines, sans intelligence, sans conscience et sans but, cela n'intéressait que l'étude des mécanismes par lesquels elles se réalisaient.
Réalisée, elle n'en étalait pas moins l'effort inconcevablement gigantesque qu'avait fait l'univers pour se hausser jusqu'à la conscience humaine, à partir de pareilles profondeurs d'inanimé. Utilisation de la noble pensée bergsonienne. Est-il interdit de se demander en termes de conscience humaine si cet effort était en vain ? Cela appelait le théisme, sans plus. Peut-être pouvait-on les trouver aussi, ces sympathies religieuses, dans cet article paru en une revue suisse, repris aux Proceedings d'Harvard, puis assez largement répandu ailleurs, où il maltraitait quelques positions caractéristiques de biblicisme dit positif. Dure et cassante critique de logiciens, d'ailleurs toute négative. Sa fermeté de grand professionnel de la pensée abstraite, sa parfaite connaissance de ce dont il parlait, une connaissance de l'hébreu très honorable aussi, quoiqu'elle ne fût point d'un spécialiste de métier, avait rendu le coup assez dur pour ceux sur qui il portait. Mais à cette date, il n'était là, dans sa pensée religieuse, que motif de suspension et d'attente, loin qu'on y pût voir le principe des solutions nouvelles. Et que cette attitude parut déjà ancienne au principal intéressé, à cause de ses dispositions sentimentales actuelles, comment l'évêque pouvait-il le savoir ? Encore moins devinait-il le sens profond de la conversation qu'engagea Augustin, où celui-ci pensait malgré lui à un autre confident, une autre âme, à laquelle il se sentait lié par les plus forts liens passionnés. On entendait dans la rue, juste sous la fenêtre ouverte, des piaffements de cheval, de longues discussions féminines sur un trajet en voiture et de capricieux pleurs d'enfants. L'évêque était assis devant lui, très blanc, minuscule, le front baissé, mais les yeux sur les siens, les mains enfouies dans ses manches, comme dans les anciens manchons de dames. Il écoutait. Augustin rappelait les conclusions de la brochure d'Harvard. L'histoire, disait-il, comme telle, est indifférente au miracle. Nul exégète positif qui ne l'affirme. Et cependant, pour une intelligence dressée à mettre strictement de côté la personnalité du Christ, le terrain miraculeux joint aux lacunes historiques, des exposés évangéliques, est le diagnostic même des créations légendaires et mystiques, et le problème devient d'expliquer la naissance et le bourgeonnement de telles créations. Le sans-gêne dans les maniements de texte, les fragilités d'analyse et les paralogismes, que j'ai montrés nombreux, s'expliquent ainsi et s'excusent. Pour de simples formations mythiques nées de collectivités dites créatrices, aucun autre procédé n'est possible. Ceux-ci ne prennent la place d'aucun autre. Ils n'usurpent rien. Infidèles au texte, mais pour une fidélité plus savante, les méprisant en vue d'une estime plus profonde, toutes ces approximations, hypothèses et avant-vérités ne sont que le substitut d'un récit impossible et d'une vérité qui ne se discerne plus. L'évêque appuyait sur lui avec un fin et rêveur sourire, ses yeux de vieux savant, sceptique de construction humaine, et qui avait tant lu. Tant de noms propres se glissaient pour lui derrière ses allusions et ses phrases générales, avant que de disparaître à peine murmurées. Pour l'intelligence contemporaine, bardée de positivisme, continuait Augustin, c'est le chemin direct, la route nationale où le trafic actuel roule tout seul, tant elle court droite, descendante et tentatrice. À la descente, tous les diables aident. Inutile, pour se le cacher, de joindre les mains devant les yeux. Croire est harassant. Nier, c'est rentrer dans l'expérience commune. Aussi, nier est toujours plus facile. À ce moment, les tenaces pleurs d'enfants qui montaient de la rue s'exagérèrent. Tout à coup, au milieu même de son exposé, Augustin sentit un soulagement brusque que l'enfant qui criait ne fût pas bébé. Il comprit alors l'intérêt qu'il avait pris à l'incident. Exorciser le bruit disparu. « Je n'ai pas fini, monseigneur. Ou bien, et c'est l'alternative, un désir de Dieu, un respect étonné du Christ, sollicite déjà l'intelligence, attrait des saints, bienfait social, sens métaphysique du divin ou parade contre la mort, quelle que soit cette sollicitation et de quelque gris que soit cette aube.
Le Christ, se laissant voir en lumière historique suffisante, quoique mêlée d'ombre, le premier devoir, de logique et de respect, est alors de déclarer ces ombres obscures et non pas destructrices. Un témoignage obscur n'est pas un témoignage inverse. Tout essai de sauter des méthodes aux essences est tricherie. Il n'y a pas d'escalier pour la chambre au-dessus. Il parlait avec cette netteté paradoxale et anguleuse qui était sa marque. Il s'en défiait d'habitude, mais aussi l'accentuait pour peu que l'exposé fût polémique ou passionné. Elle affectait jusqu'aux muscles de ses mains et de ses mâchoires. Il lui arrivait de parler sans desserrer les dents. En ce qui concerne ces points obscurs, fit-il, s'ils n'atteignent pas nos autres lumières, eh bien, il faut accepter d'ignorer. C'est le sens de la profonde formule catéchistique, nullement enfantine ni tautologique. Nous croyons parce que Dieu l'a dit. Après tout, nous ne comprenons pas tout de Dieu, même en ses textes. Il n'est pas plus encerclable dans la Bible que dans l'univers. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.